Le premier de ces 2 romans dont je vais vous parler, c'est «Et ils vécurent». Donc c'est un roman, je l'ai, là, hein, en version papier bien évidemment. Donc c'est un roman de Steven Salvatore qui est un auteur, américain. Le petit bandeau que vous pouvez lire ici, donc il a été écrit par, l'autrice de Love, Simon, Becky, Albertalli, qui nous dit donc que c'est un livre qui fera fondre votre cœur et voilà, elle précise qu'elle a, du coup adoré, cette œuvre, ce roman, Boys Love, qui va nous parler de quoi? Eh bien, qui va, mettre en scène 2 étudiants qui sont à l'université. Donc il y a d'un côté, Chase qui est le personnage que vous voyez ici, qui, lui est voilà un espèce de gros geek, en tout cas un passionné, de tout ce qui va, avoir trait à l'univers de Disney. Et globalement en fait à l'animation. Donc du coup, il va carrément vouloir en faire, son métier et c'est pour ça qu'il est allé dans cette, fac précisément. C'est pour pouvoir faire justement des études d'animation et donc pour devenir, animateur. Il se voit même, carrément en directeur, artistique, hein, chef d'animation et cetera et cetera. Donc ça, c'est Chase et de notre côté, donc on a un de ses «camarades» entre guillemets, parce qu'en fait, ils sont à la même fac, mais ils n'étudient pas la même chose, c'est une université, d'art et donc de son côté, Jack, lui, il va étudier, l'écriture. Donc lui, son but, c'est de devenir, écrivain, sachant que lui, il vient d'une famille, voilà, plutôt, de l'Amérique, rurale, on va dire, donc l'idée pour ses parents, c'était plutôt qu'ils reprennent, les activités, non d'ailleurs c'est pas une ferme, c'est une distillerie. Donc voilà, ils voulaient qu'ils reprennent un petit peu la distillerie. Donc distillerie, c'est la production de whisky, hein. Et donc voilà, l'idée c'était qu'ils reprennent ça, mais lui, bah non, il a envie de poursuivre des études artistiques. Et donc il est dans cette université pour cette raison, aux côtés du coup de Chase. Et en fait, bah, tout simplement, ils vont tomber l'un sur l'autre dès les premiers jours, donc avant même, la rentrée, des classes à proprement dire, sur le campus, ils vont avoir l'occasion de se croiser et Chase va avoir un très gros coup de cœur, pour Jack. Jack qui est un peu un archétype, hein, quand même, qui est, voilà l'archétype du mec, un petit peu, athlétique, sportif, populaire, sympa, enfin voilà, il cumule, toutes les qualités qu'on peut imaginer chez une personne. Et donc Chase fond littéralement pour lui dans une scène d'intro vraiment très mignonne entre les deux. Et donc Chase, lui, il est ouvertement gay. Donc il a fait son coming out au lycée, c'est auprès de ses parents, auprès de ses amis, et cetera. En revanche, Jack, ben, on ignore, à la base, son orientation sexuelle. On ne sait pas, vers qui, en fait, il est attiré et lui-même, peut-être qu'il le sait pas vraiment. Donc c'est, au fur et à mesure de ces rencontres, donc voilà, ils vont passer de plus en plus de temps ensemble sur le campus et donc on va suivre tout simplement l'évolution de cette relation avec, des problématiques qui vont être similaires justement, par exemple, à ce qu'on a pu lire dans Love, Simon. Je disais que l'autrice avait écrit un petit mot à propos de ce roman, et globalement de tous les récits un petit peu de ce genre-là. Donc il va y avoir la question du coming out, la question de l'éducation par les parents, des attentes des parents vis-à-vis de leur enfant, etc. Donc c'est pas un roman qui m'a véritablement surpris, on va dire. Il reprend vraiment Heu, exactement, tous les ingrédients qui ont fait le succès, d'autres titres, de ce genre-là. Donc je disais Love, Simon, Love, Victor, et pas mal d'autres. Donc du coup, le fait qu'il arrive après tous ces titres-là qui offrent déjà des récits quand même assez similaires, même si là, c'est vrai qu'ils sont à la fac plutôt qu'au lycée, par exemple. Mais typiquement, on va avoir, la fameuse scène de, la déclaration, en public, et cetera. Ce que moi je trouve, absolument, heu, hyper gênant, mais en même temps c'est très américain donc c'est pas très étonnant. Mais, voilà, on va vraiment à chaque fois
qu'il y a quelque chose qui est arrivé, je me disais, bah oui, enfin, je savais que ça allait arriver parce que voilà, ça reprend vraiment exactement les ingrédients du succès de ce qu'on a déjà pu vivre. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, on est dans le milieu de l'artistique et notamment de l'animation. Et ça, c'est vraiment très très bien creusé pour le coup. On a vraiment le personnage de Chase qui voilà, existe à part entière par rapport à ça, par rapport à ses études. Il y a une de ses camarades de classe qui était son ex-meilleure amie qui se retrouve aussi dans sa classe. Donc on va aussi avoir des histoires annexes à l'histoire principale entre les deux personnages. Donc en gros, si vous voulez un récit, voilà, pas prise de tête, assez facile à lire, dans un milieu qu'on connaît un petit peu déjà, avec des ingrédients qui ont déjà fait leurs preuves, bah, Et ils vécurent fait très très bien le travail. Voilà, c'est très propre en fait. Mais voilà, du coup, ça va pas forcément sortir du lot. C'est quelque chose d'assez attendu, mais faut bien avouer que c'est très bien fait. D'ailleurs, je crois que l'auteur est lui-même prof d'écriture, donc voilà, il maîtrise lui-même exactement tous les codes de ces types de récits, et donc du coup, ça en fait objectivement un bon roman. Donc si vous n'avez pas déjà lu tout ce qui a pu sortir auparavant, bah ça franchement c'est top. C'est aussi génial pour tous les ados qui se cherchent, etc. Je sais que ce type de récit peut les aider. Donc, comme on dit, c'est un très bon livre de CDI pour le coup. Voilà, on a un récit très classique, mais du coup qui aborde frontalement les questions, voilà, de coming out, d'acceptation de son orientation sexuelle, etc. etc. Donc voilà, bonne lecture, mais pas forcément surprenante, mais tout de même voilà, très propre, et voilà, on s'attache au personnage, et voilà, globalement c'est très bien fait, c'est juste pas super méga original, et ça révolutionne pas le roman Boys Love. Et je vous dis ça alors qu'en plus je n'ai pas lu beaucoup, donc déjà si moi ne lisant pas beaucoup ce genre d'œuvre, je trouve que voilà, on ressasse un petit peu, on recycle les mêmes ingrédients. Voilà, mais du coup, bonne lecture tout de même. Et bonsoir à Kouman qui nous a rejoint en cours de route. Donc effectivement, comme te l'a dit au Halo, hein, on est sur le premier titre, donc vraiment pas de panique, t'as vraiment pas raté grand chose. Et bonsoir également à Stéphanie qui nous a rejoint à l'instant. Donc après ce premier roman, je vais vous parler d'un autre roman. Euh, Décidément, j'en parle pas beaucoup, mais là ce soir on en a deux. Et alors, je vous avais dit, c'est deux salles, deux ambiances. Donc sur Et ils vécurent, on était voilà, sur l'ambiance très très sympa, même si évidemment il y a des petits dramas, des prises de tête, des choses difficiles par rapport au coming out, etc. Mais niveau dark, Garçons perdus, Les Garçons perdus, pardon, on est vraiment sur un niveau au-dessus. Alors déjà, contrairement à Ils vécurent, donc Les Garçons perdus a eu droit à une superbe édition reliée collector. Alors l'éditeur a annoncé que côté distributeur, il n'y avait plus d'exemplaires, que c'était en rupture. Donc ça ne veut pas dire qu'il est introuvable. Potentiellement, il y a encore des librairies qui l'ont en fait déjà commandé et qui donc vont encore l'avoir en rayon en fait. Donc si vous cherchez un peu, vous pouvez toujours trouver cette magnifique édition, donc reliée collector, avec ce superbe jaspage, une couverture, vous le voyez, avec des éléments brillants, et le titre doré. Quand on va en dessous, on a une autre couverture qui est vraiment superbe, elle aussi. Pareil donc de l'autre côté. À l'intérieur aussi, voilà, on va avoir de très beaux motifs. Et à l'intérieur aussi, on a, hop, voilà, donc c'est les deux personnages qu'on voit sur la couverture. Je trouve ça absolument magnifique. On est d'accord, hein, Xylac, c'est vraiment
super, super beau comme édition. Alors il existe aussi du coup en édition classique, hein, en édition brochée comme on dit. Mais c'est vrai que l'édition reliée est vraiment très très belle. Bon, au-delà de la forme, ça c'est voilà, c'est la forme, hein, c'est vrai que le tome est absolument beau et le travail qu'a fait Corrigan sur cette édition reliée est absolument remarquable. Mais globalement, hein, je vous avais déjà parlé par exemple de The Night and Its Moon, pareil, qui avait eu droit à une version reliée, pareil, elle était superbe, vraiment avec des éléments graphiques très très bien trouvés, etc. Bah là, Les Garçons Perdus ne déçoit pas de côté forme. Qu'est-ce qu'il en est côté fond? Eh ben c'est génial. Voilà, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Non, non, c'est vraiment très très chouette. Donc en fait, on est sur l'histoire de, eh ben, à nouveau un Jack d'ailleurs. Je viens de capter que du coup on avait Jack dans Et ils vécurent, bah, on a aussi Jack dans Les Garçons Perdus, mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas du tout sur le même type de personnage, pas du tout sur le même type de récit. Déjà, on va pas être aux États-Unis, on va être en Angleterre et on va être plutôt à une époque type victorienne. À un moment, il parle de Oscar Wilde plutôt comme d'un contemporain, donc voilà, ça se situe plutôt dans cette période-là. Et donc Jack, lui, il est gay, mais il habite en province, dans une province du coup anglaise. Et il décide à un moment donné bah, de partir en fait de son bled pour tenter de vivre une meilleure vie à Londres. Voilà, il pense que bah, la capitale, c'est potentiellement un endroit plus sûr, plus libre pour lui, pour pouvoir s'exprimer. Il va vite déchanter, malheureusement, en fait, il était censé avoir, une personne, pour l'accueillir à Londres, finalement, ça se fait pas. Donc du coup, bah, il se retrouve, complètement perdu dans la capitale, sans argent. Et donc bah, justement pour pouvoir gagner de l'argent et donc bah, pouvoir trouver un hébergement, etc. Et bien en fait il va devoir vendre son corps dans les bas-fonds de la capitale, donc dans des conditions évidemment très précaires, avec des clients extrêmement douteux. Pour pas tant d'argent que ça. Donc voilà, il était censé vivre son rêve en arrivant à Londres. C'est tout l'inverse qui se produit jusqu'au jour où il va être recueilli par le patron d'un établissement qui s'appelle Lasser, qui est en fait un espèce de bordel de luxe. Donc du coup, il va continuer à se prostituer, mais quand même dans des conditions plus safe, on va dire. Même si du coup le patron l'a sauvé d'un mauvais pas vis-à-vis de la police et donc du coup il va bien lui faire comprendre qu'il lui est quand même extrêmement redevable. Et la petite particularité, petite entre guillemets, de cet établissement, c'est qu'en fait il a une clientèle exclusivement composée de vampires, donc qui sont appelés les immortels dans ce récit, dans Les Garçons Perdus. Donc mais le principe est vraiment exactement le même. Ils peuvent pas s'afficher au soleil, donc ils vivent que la nuit. Ils ont des crocs et ils boivent du sang. Enfin voilà, on est vraiment sur tout ce qui fait le mythe du vampire, mais c'est juste qu'ils sont appelés les immortels. Et d'ailleurs, appeler un immortel un vampire, c'est carrément péjoratif en fait. Donc cet établissement Lasser, il est réservé aux immortels. Et parmi ces immortels-là, parmi ces clients-là, on va avoir donc l'autre personnage qui se trouve sur la couverture qui s'appelle Antoine, qui est un prince français. Et en fait, dès le premier soir où Jack va être à la serre et va potentiellement pouvoir avoir un client, son premier client, en quelque sorte, ce sera Antoine qui vraiment l'a choisi. Quand il le voit, il lui dit bah, c'est toi que je veux pour ce soir. Euh, donc voilà, ça va être son premier client, mais après une première soirée passée ensemble, qui s'est plutôt bien passé et du coup où Jack a pu découvrir qu'Antoine était un immortel parce que personne n'avait mis au courant, bien sûr. Et voilà, on lui a dit bah tu vas travailler dans cet établissement, mais on lui avait pas encore expliqué que en fait c'était un établissement réservé aux immortels. Mais surtout,
ce qui va vraiment constituer le récit, ça voilà, c'est un peu l'introduction à l'univers, à l'histoire, mais ce qui va véritablement être au cœur du récit, c'est qu'en fait, le patron de la serre, il a une idée derrière la tête, c'est de maquer Jack avec un autre client, un autre immortel, mais qui est un petit peu lié à Antoine, puisqu'en fait, il va, comment dire, le frère du client de Jack va se marier avec la sœur d'Antoine. Voilà, j'espère que j'ai bien mémorisé l'arbre généalogique, mais en tout cas, voilà, il y a une histoire de mariage qui va permettre du coup, au frère du client qui est destiné à Jack d'accéder au pouvoir. Et en fait, le patron de la serre est pas d'accord avec ça et du coup va missionner Jack pour faire capoter le mariage en le vendant en fait au frère de celui qui est censé devenir le roi. Donc Jack va se retrouver au cœur d'intrigues politiques, mais va surtout se retrouver aux mains d'un ignoble individu qui a vraiment des penchants plus que particuliers, qui implique, et ça c'est très bien parce que c'est précisé dès le début du récit. Vous voyez, on a un avertissement. Donc l'avertissement, je vais vous le lire, hein. Donc on a prostitution, violence physique et sexuelle, scène de sexe explicite, drogue, suicide, homophobie. Ce roman est une œuvre de fiction et peut contenir des scènes heurtant la sensibilité de certains lecteurs. Effectivement, hein, ça ne ment pas, même si ça met du temps à arriver. J'avoue que sur la première partie du récit, j'étais là, oh quand même, l'avertissement, ça a exagéré un peu et tout. Et après, il y a des scènes contenant ce qui est dans l'avertissement qui arrive, et t'es là, ah oui, d'accord, je comprends mieux l'avertissement maintenant. Donc non, non, il est là pour une bonne raison, cet avertissement. Il y a vraiment des scènes quand même très dures. Et par ailleurs, effectivement, on pourrait dire que c'est déconseillé au moins de 16 ans, je dirais quand même, parce que du coup, on n'a rien de graphique, tout est décrit. Euh, parce qu'il y a des scènes de sexe explicite, et pour le coup, donc il y a des scènes, il y a des violences physiques et sexuelles, mais il y a aussi des scènes consenties qui sont vraiment très belles, extrêmement bien décrites, et qui permettent justement d'avoir comme ça une respiration dans le récit qui fait du bien et qui est bonne à prendre. Donc voilà, Les Garçons Perdus, je ne l'ai pas précisé, mais du coup c'est écrit par C.M. Stern qui, malgré son pseudo, est une autrice française, qui est d'ailleurs en dédicace vendredi à 16 h à Gilbert Joseph à Paris. Donc voilà, si jamais si jamais là je vous ai donné envie de découvrir l'œuvre, bah, si vous êtes à Paris ou alentour, ça peut être l'occasion d'acheter et de discuter du coup avec l'autrice de son roman Les Garçons Perdus, qui est sorti donc chez Corrigan, et que je conseille vraiment très fort. Hello Nico, j'espère que tu vas bien, bonne année. Je ne vais pas pouvoir rester ce soir, les cours demain m'en empêchent, je regarderai la rediffusion YouTube. Bonne soirée, pas de souci Apolline, c'est gentil d'être passé pour faire un petit coucou. Et effectivement, hein, le replay, comme d'habitude, sera disponible a priori dès demain sur ma chaîne YouTube. Donc voilà pour les deux romans dont j'avais envie de vous parler. C'est pas souvent que je le fais, mais là, bah voilà, c'est des romans purement pour le coup boys love. Donc du coup, c'est des types de récits qu'on pourrait retrouver en manga ou en webtoon, mais qu'on trouve ici plutôt en version roman. Xilak qui dit est bien beaucoup plus tenté par ce deuxième livre. Bah, moi, très clairement, si on me demande de choisir entre les deux, il n'y a pas photo, c'est vraiment Les Garçons Perdus. Je pense que peut-être Ils vécurent, c'est pour un public plus jeune, et Les Garçons Perdus, ça va être pour un public plus mature. C'est peut-être juste ça la différence. Mais sinon, voilà, les deux œuvres sont bien. Les Garçons Perdus, pour le coup, c'est plus que bien, c'est vraiment génial. Donc ben, moi, je vais aller à la dédicace de vendredi pour faire dédicacer mon très beau tome relié. Voilà, j'ai très hâte de rencontrer l'autrice pour lui dire tout le bien que je pense de son œuvre.
Après les romans, on va passer à du webtoon. J'ai lu un webtoon qui est terminé. Donc du coup, je peux voilà, bien vous en parler. Il est terminé en 49 épisodes. Il est disponible sur Picoma. Alors sur Picoma, on parle de Smartoon et non pas de webtoon, mais le principe est exactement le même. Et il s'agit de Vanilla Soda Sky, donc une série en 49 épisodes qui est terminée. Donc vous pouvez y aller maintenant, vous pouvez la binge-reader comme moi je l'ai fait pendant les vacances de Noël. Raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui. Donc Vanilla Soda Sky, ça va être l'histoire du personnage que vous voyez à gauche sur la petite affiche, qui a une passion un petit peu secrète et un petit peu inavouable. En tout cas, lui, il n'assume pas des masses cette passion. Et en fait, quand il rentre le soir, en général, chez lui, sur son ordinateur, il écrit des histoires boys love, donc en mettant en scène des situations imaginaires, mais dont un des personnages qui est vraiment récurrent dans tous ses récits, qu'il appelle le dieu grec Apollon, est inspiré d'une vraie personne, donc en l'occurrence un de ses camarades de fac d'il y a quelques années, puisque là aujourd'hui il est professeur dans un lycée, si je ne me trompe pas, collège ou lycée. Et donc du coup, voilà, il s'est inspiré de ce camarade de fac qu'il a connu du coup durant ses études et dont tout le monde disait qu'il était gay, etc. Donc voilà, lui ça l'a marqué et en fait quand il a eu envie de s'amuser à écrire des récits boys love, bah, du coup il a eu cette personne en tête pour créer son personnage de dieu grec qui se retrouve dans toutes ces petites fictions qu'il publie en ligne de manière secrète, hein, sous pseudo, etc. évidemment. Mais sachant que lui-même ne se définit pas du tout comme gay ou attiré par les hommes. Bon, on va vite comprendre qu'il est dans le déni complet et qu'en fait c'est juste une espèce de gay refoulé en fait et qu'il n'a pas encore compris qu'il était attiré par les hommes. Mais bien évidemment, enfin voilà, vu toutes les situations qu'il imagine ou très souvent il se projette aussi lui-même dans ces histoires-là, etc., on peut se douter quand même qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Donc je l'ai dit, maintenant il est prof. Et évidemment, la chose rigolote qui va déclencher le récit et l'histoire d'amour, c'est que ce fameux dieu grec qui fait partie de ces histoires, eh bien, il va se retrouver dans le même établissement que lui. Il se trouve que c'est le nouveau professeur d'EPS dans l'établissement dans lequel il enseigne. Donc bah, forcément, il va être très surpris dans un premier temps et surtout très embarrassé, très gêné. Parce que du coup, bah, lui, il sait que c'est lui qui prend pour Besuji, je crois il s'appelle. Il sait que Besuji est le héros de ses fictions. Donc même s'il le fait sous pseudo, etc., bah, il est quand même pas super à l'aise à l'idée que ça soit la vraie personne qui a inspiré ce personnage qui soit bah, juste en face de lui physiquement, alors qu'il ne l'avait pas vu depuis des années, depuis qu'il a fait ses études avec lui. Donc, ces deux professeurs-là, bah, du coup, vont commencer à se fréquenter, etc. Et on va vite comprendre que, du coup, Besujin est amoureux, en fait, ou en tout cas intéressé par Terra. Il s'appelle le professeur Terra. Et il va y avoir en fait une péripétie supplémentaire au-delà du fait d'être embarrassé, d'avoir son personnage entre guillemets juste en face de lui. En fait, à un moment donné, ils vont être sur le toit et Besuji, donc celui que vous voyez à droite, va faire tomber un papier. En fait va pas voir qu'il l'a fait tomber et donc Terra va récupérer le papier et dessus il va lire un papier et maintenant visiblement d'une personne qui a une espèce d'homophobie intériorisée, c'est-à-dire il dit bah je suis gay mais j'ai pas envie, je déteste ça, etc. Et donc Terra, ça va l'inquiéter en tant que professeur, puisqu'il va se dire, bah, déjà, qui a écrit ce papier? Est-ce que c'est Besujin lui-même qui a écrit ce papier, donc le professeur, ou est-ce que c'est un élève? Et dans ce cas-là, bah,
il faut en fait que je puisse identifier l'élève pour pouvoir lui venir en aide et faire en sorte qu'il n'ait plus ce genre de pensée un petit peu sombre. Donc, ça va vraiment l'obséder. Besujin, au début, il dit à Besujin que non, non, j'ai pas lu le mot, t'inquiète pas et tout. Donc, finalement, il le lui rend en prétendant ne pas l'avoir lu. Mais du coup, ça va vraiment l'obséder. Et on va plutôt vers la fin du récit comprendre pourquoi il est autant marqué et il a autant peur que cet élève, que ce soit potentiellement un élève qui ait écrit ce papier. Voilà, ça on le comprend plutôt à la fin. Il y a une petite révélation par rapport à ça. Et c'est ce qui est très bien fait dans cette série, c'est qu'en fait on va avoir des petits indices par-ci par-là, des personnages qui apparaissent. Des fois on se dit mais c'est qui ce personnage, on l'a jamais vu et pourtant on nous l'introduit comme si on était censé le connaître. Et en fait les choses sont expliquées petit à petit et on a différentes révélations. Et on va avoir même tout un groupe de personnages. L'histoire principale reste entre ces deux professeurs, mais on va avoir par exemple un élève qui lui pense être gay et dont le père est lui-même gay. Et ramène très souvent des mecs à la maison et tout, et c'est pas des mecs forcément hyper fréquentables. Donc on va aussi suivre l'histoire de cet ado et de son père. Et par ailleurs, on va aussi suivre un autre des professeurs qui lui a également un crush sur le professeur Terra. Donc on va avoir une sorte de triangle amoureux entre les trois professeurs. Donc voilà, on a tous ces récits-là qui sont résumés en un, mais sans que ce soit jamais fouillis, bordélique ou pas compréhensible. Donc ça, c'est pour le coup très très bien fait puisqu'on a l'impression d'avoir plusieurs séries en une. D'ailleurs, il nous faut absolument des spin-offs au moins sur l'étudiant, enfin l'élève ado qui commence à comprendre qu'il est gay, qui a lui-même un père gay et du coup il culpabilise parce qu'il se dit bah est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est parce que mon père est gay que moi-même je suis gay. Enfin voilà, il se pose tout un tas de questions comme ça et ça mériterait d'être encore plus approfondi avec un spin-off dédié juste à ce personnage. Ça c'est ce que j'aimerais beaucoup. Mais voilà, on va avoir tout un tas de thématiques très souvent assez réalistes du coup qui vont être abordées puisqu'on parle vraiment d'homosexualité à proprement dire. C'est directement cité. On a notamment des scènes qui vont impliquer une appli de rencontre parce que bah, finalement quand on est gay, comment on fait pour rencontrer d'autres gays alors que la société accepte pas forcément l'homosexualité, bah, ça va être essentiellement par des applis de rencontre. On va s'apercevoir que c'est des applis qui peuvent être parfois dangereuses parce qu'on ne sait pas à qui on parle réellement derrière, etc. Donc voilà, toutes ces thématiques-là sont assez intéressantes. Kuman qui note que le côté homophobie intériorisée est effectivement traité dans Monstrophobie. Alors Monstrophobie, on n'est pas du tout sur un boys love, donc c'est vrai qu'il y a cette thématique-là en commun, tout à fait. Mais là, Vanilla Soda Sky, on est quand même sur un vrai boys love, dans le sens où, malgré ces thématiques un petit peu réalistes, l'histoire d'amour reste relativement fantasmée. Et voilà, on va retrouver vraiment tous les codes propres au boys love. Donc malgré cette thématique commune, on est sur des traitements vraiment différents entre Monstrophobie qui va vraiment être sur le côté sociétal où en plus le personnage qui a une homophobie intériorisée va être le personnage principal. Ici, c'est un personnage plutôt secondaire, donc même si on le suit vraiment durant toute la série, ça va pas être le personnage principal. En tout cas, voilà, j'ai adoré vraiment ce webtoon, c'était une très bonne surprise. J'adore notamment la tête et le chara-design, on va dire, du personnage de Terra quand il est chez lui et qu'il écrit ses fictions. Il se fait une espèce de petite couette là sur le devant. Il est vraiment trop trop mignon comme ça. Moi, je trouve qu'il devrait tout le temps être comme ça parce qu'il est vraiment trop trop chou. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que pour beaucoup de séries sur Picoma, vous avez le principe de prêt à lire, ça s'appelle. Et en fait, ça vous permet de lire la quasi-intégralité de la série gratuitement, sans dépenser un seul centime. Donc c'est-à-dire que là, je vous l'ai dit, il y a 49 épisodes à cette série qui est terminée. Et en fait, vous pouvez en lire 46
grâce à ce système de prêt à lire. Le principe, c'est que vous avez un épisode gratuit tous les 24 heures. Donc du coup, bah, voilà, il faut forcément prendre son mal en patience et attendre 24 heures après avoir lu l'épisode pour lire l'épisode suivant. Mais du coup, bah, théoriquement, voilà, vous pouvez lire 46 des 49 épisodes totalement gratuitement, sans dépenser un coin, sans dépenser un centime. Il n'y a que les 3 derniers épisodes qui sont payants, mais du coup ça revient à 150 coins, ce qui correspond en gros à 1,50 €. Donc c'est vraiment rien du tout pour une série qui correspondrait, je sais pas, j'ai peut-être mis 3 heures en tout à la binge reader en cumulant tous les moments où je l'ai lu. Donc ça pourrait correspondre à 3 ou 4 tomes de manga. Donc voilà, en termes de quantité, pour à peine 1,50 €, vous avez vraiment largement de quoi lire. Et en vrai, on va dire les 2 derniers épisodes, j'ai même vu qu'ils étaient considérés comme des side stories sur certains sites. On va dire que c'est plus des épilogues, voilà, c'est pas indispensable, on va dire, à l'histoire principale, même si quand même, ça nous permet de savoir où en est le couple, etc. Donc voilà. Et effectivement, Wallo souligne également qu'on peut gagner des coins en relevant certains défis sur certaines séries. Donc globalement, vous avez vraiment moyen de pouvoir lire Vanilla Soda Sky sans dépenser un centime, ce qui est voilà, pas toujours le cas sur les plateformes de Webtoon. Donc Vanilla Soda Sky, c'est disponible sur Picoma. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application et du coup chaque jour à lire votre petit chapitre de cette série toute douce, toute mignonne et qui en même temps aborde des thématiques vraiment intéressantes. Je trouve que c'est vraiment un petit peu le meilleur des deux mondes. On a à la fois ce qui fait qu'un boys love est savoureux et à la fois un contexte vraiment sociétal entre guillemets qui est pris en compte et qui est extrêmement bien traité. Donc voilà pour le petit webtoon dont je voulais vous parler parce que je l'ai lu, voilà, comme je vous l'ai dit pendant les vacances de Noël, je l'ai adoré et donc j'avais envie d'en parler. D'autant que voilà, c'est pour le coup une lecture que vous pouvez faire là tout de suite après le stream et comme je l'ai dit gratuitement si vous prenez un petit peu votre mal en patience. Maintenant, on va passer après roman et webtoon au manga, voilà, ce qui va constituer la principale partie de ce stream ce soir. Et en fait, dans les streams mensuels, je vous fais à chaque fois un petit point sur les suites de séries. Bon, bah là, en décembre, je vais boire un petit coup parce que là, je commence à avoir la gorge sèche. Donc, les suites de séries. De mon côté, parmi les séries dont je vous ai déjà parlé, il y a une seule série qui avait un tome qui sortait en décembre, c'est The Summer Hikaru Died. Donc pas la moindre série, hein. Vous le savez, ça a été un énorme coup de cœur. Je vous en ai parlé dans un précédent stream review. Donc The Summer Hikaru Died, comme son nom l'indique, Hikaru est censé être décédé et pourtant il va réapparaître, mais en réalité ce n'est pas complètement Hikaru, c'est une espèce d'entité mystérieuse qui a pris possession de son corps et qui se fait passer pour lui. Et le meilleur ami de Hikaru, donc Yoshiki, il se fait pas avoir. Il a très bien compris que ce n'était pas Hikaru. Pour autant, vu qu'il a des sentiments pour Hikaru, eh bien, il va passer outre. Et c'est très intéressant dans ce tome 2. On va justement avoir ce côté un petit peu plus tranche de vie, où on va voir comment bah, finalement Yoshiki arrive à faire avec le fait que bah, Hikaru n'est plus vraiment là, mais il y a quand même quelqu'un qui a son apparence et avec qui il aime traîner, etc. The Summer Hikaru Died, ça fait vraiment partie, ce tome 2 me l'a confirmé, de ces séries où à chaque nouveau tome, on pense avoir des réponses et en fait, on repart avec encore plus de questions. C'est vraiment de ces séries hyper mystérieuses qui, malgré tout, nous donnent des indices par-ci par-là. On en a surtout dans la deuxième partie de ce tome 2, mais on n'a pas vraiment de réponse à proprement dire et on a plutôt de nouvelles questions par rapport au tome 1. Voilà, par exemple, pour en citer qu'une, mais A Journey Beyond Heaven, par exemple,
C'était vraiment ça. À chaque nouveau tome, on se demandait si on allait avoir des réponses et finalement on repartait avec plus de questions. Bah là, on est vraiment sur ce même principe-là. Et moi, c'est le genre de série que j'aime beaucoup. Et comme d'habitude, on va jouer ici beaucoup avec les codes du boys love, voilà, parce que on a, comme je l'ai dit, le côté très tranche de vie où les deux vont, Yoshiki et Hikaru vont pas mal traîner ensemble. Et bah, on sait qu'il y a des sentiments entre eux, hein, et ça a clairement été dit dans le tome 1. Alors voilà, après, quand ils se disent je t'aime, est-ce que c'est un je t'aime amoureux? Voilà, Moku Mokuren a déjà dit dans plusieurs interviews que son souhait, c'était justement qu'on ne catégorise pas en quelque sorte les sentiments qui les lient tous les deux. Donc c'est ni de l'amitié, mais pas complètement de l'amour non plus. Voilà, on est dans un entre-deux un petit peu étrange, mais en tout cas, il y a un jeu par rapport à ça et par rapport aux deux personnages. C'est difficile de vous montrer quelque chose sans vous spoiler, mais voilà, là, bon, pour le coup, c'est une scène qui spoile pas, mais voilà, on les voit traîner ensemble, etc. Ça pourrait être comme des amis, mais il y a d'autres moments que je peux pas vous montrer parce que ça spoil un petit peu plus, où on flirte un petit peu plus avec le boys love, quoi. Donc voilà, c'est un seinen hein, à la base, on est vraiment beaucoup plus sur le côté thriller, le côté mystérieux plutôt que le côté romance, mais la relation entre les deux personnages principaux est quand même très très ambiguë. En tout cas, ce tome 2 a confirmé mon coup de cœur. Maintenant, j'attends qu'une chose, c'est le tome 3. Ça tombe bien, il sort dans à peu près un mois, le 21 février. Et les covers sont absolument magnifiques à chaque fois, puisqu'on a un monochrome différent à chaque fois. Je crois qu'il est plutôt jaune orangé, il me semble, pour le tome 3. Donc ça va faire une très jolie collection. Et voilà, j'ai très très hâte de connaître la suite de The Summer Hikaru Died. Et maintenant, on va passer au plus gros du stream de ce soir, c'est-à-dire les sorties de Hana. Et on va commencer avec mon énorme coup de cœur. J'en fais la propagande depuis que je l'ai lu le mois dernier. Il s'agit de Mon ami de jeu en ligne est en réalité mon patron tyrannique. Il y a les tomes 1 et 2 qui sont sortis simultanément, donc en décembre chez Hana, dans la collection Hana Book. Bah, là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que tout est dans le titre. Pas besoin d'épiloguer par rapport au résumé. Mon ami de jeu en ligne est en réalité mon patron tyrannique. Ça va donc effectivement être l'histoire de lui qui est un salaryman. Bah, tout ce qu'il y a de plus classique. Et lui, c'est son patron. Et il se fait tout le temps engueuler par son patron. Parce que bah, il fait des bourdes, etc. Et il faut avouer que le patron, il a quand même pas beaucoup de tact, et donc du coup c'est vrai qu'il est un peu cassant, un peu sec avec lui. Voilà, en fait les deux vivent quelque chose de compliqué. Lui il a l'impression de se faire engueuler tout le temps, et lui il se dit mais qui m'a foutu ce boulet d'employé qui fait que des bourdes. Et donc c'est justement ça qui va être exploité dans cette série qui est toujours en cours, hein. Le tome 4 je crois est sorti tout récemment au Japon. Donc j'espère qu'on va avoir le tome 3 au moins dans pas trop longtemps, parce que je suis totalement devenu accro à cette excellente comédie. Donc le quiproquo, ça va être quoi? Ça va être que lui, pour décompresser justement de sa journée, il se connecte à un jeu, donc un jeu en ligne type MMORPG, et en fait il discute avec certains joueurs, et un en particulier, et il lui raconte tous ses déboires. Ben voilà, aujourd'hui mon patron il a encore été insupportable, etc. etc. En retour, ce joueur-là avec lequel il discute va bah, lui aussi lui raconter bah oui, bah moi c'est pareil, enfin c'est pareil. Moi j'ai aussi passé une journée de merde parce que j'ai un employé sous mes ordres qui fait que des bourdes et tout, donc je dois toujours passer derrière lui, etc. Et donc vous l'aurez compris, les deux personnages qui, en jeu, se discutent et racontent comme ça leur journée, c'est donc
l'employé et son patron tyrannique. Donc c'est le premier quiproquo d'une longue série de quiproquos qui va alimenter cette excellente série, cette hilarante série de Enmura. Voilà, moi j'ai absolument adoré, ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Ce qui est super intéressant, c'est que du coup, on a comme ça cet enchaînement de quiproquos qui pourrait lasser, et finalement pas du tout. On est totalement dans le récit. À chaque nouveau quiproquo nous fait encore plus marrer que le précédent. Enfin voilà, on est vraiment sur, pour moi, un titre coup de cœur. C'est-à-dire que j'ai fini le tome 1, j'avais absolument envie de lire le tome 2 et en même temps j'avais pas trop envie de le lire parce que ça voulait dire que j'allais pas pouvoir lire le tome encore suivant qui était le tome 3 qui n'est pas encore sorti en France. Enfin voilà, je peux pas expliquer vraiment. Quand je suis sorti de ce tome 1, j'étais euphorique. Je me suis dit waouh, waouh, j'ai adoré, j'ai trop trop aimé. Je me suis énormément attaché au personnage, j'ai beaucoup beaucoup ri. Pour moi, c'est vraiment l'incontournable parmi les sorties de décembre. D'ailleurs, c'est pas pour rien hein, que la série est toujours en cours au Japon, c'est qu'elle doit très bien fonctionner là-bas et je comprends totalement pourquoi. On s'attache énormément donc à ces deux personnages, mais à d'autres personnages aussi par la suite qui vont être importants et qui vont eux aussi être porteurs de quiproquos. Donc on va notamment avoir un lycéen qui bah, du coup va être le premier pour le coup à découvrir le secret entre l'employé et son patron. Ensuite, on va avoir le frère de ce lycéen qui va là aussi rajouter encore des quiproquos. Enfin, vraiment, c'est absolument génial parce qu'on rit tout le temps et on n'est jamais lassé. Alors que bah, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais, bon, ça va, on a compris. L'idée, c'est d'à chaque fois créer des quiproquos par rapport à ce qui s'est dit en ligne, par rapport au fait que quand on joue avec d'autres joueurs, bah, on ne sait pas réellement qui c'est, etc. Mais en fait, bah non, ça marche trop trop bien. Et vraiment, les scènes qui se passent du coup dans le jeu sont hyper bien mises en scène. C'est ce que disait Wallo d'ailleurs, j'adore le graphisme pour le jeu. On a effectivement voilà, des graphismes évidemment du coup totalement différents de ce qui se passe IRL pour déjà bien différencier les deux. Mais aussi bah, pour apporter vraiment une patte graphique très très gaming, très jeu vidéo. Et d'ailleurs, j'en profite pour féliciter Anna et la personne qui a été en charge de maqueter les covers, d'adapter les covers en français, parce que vraiment je les trouve hyper hyper canon. Je trouve qu'on comprend tout de suite du coup qu'on est dans l'univers du jeu vidéo avec la police, le fait que ça soit sur un fond comme ça, couleur, etc. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment impeccable. Je trouve même que les covers françaises sont encore meilleures et plus jolies que les covers japonaises. Un autre argument, c'est que vous le voyez, le tome 1, il est ultra, ultra épais. On a plus de 300 pages hein, de tomes pour le tome 1. Alors c'est vrai que du coup, pour compenser, le tome 2, lui par contre, est peut-être légèrement plus court. Ouais, on a à peu près 160 pages. Donc voilà, on est sur peut-être un petit peu moins que la moyenne. Mais si on fait la moyenne des deux tomes, bah, on est sur un chiffre quand même très 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 élevé. Ça fait plus de 200 pages par tome. Donc bah, vous y êtes gagnant, vous en avez pour votre argent. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus sur cette série que c'est archi drôle, c'est hyper bien pensé, les quiproquos sont extrêmement convaincants et on ne s'en lasse pas du tout, ce qui est vraiment le risque quand même dans ce type de série. Si vous avez aimé des séries type Otaku Otaku par exemple, donc du coup qui n'est pas du tout un boys love, hein, mais voilà, on est un peu dans ce même type d'ambiance, on est du coup avec des joueurs de jeux vidéo, donc on a beaucoup de références par rapport à ça, et vraiment le côté jeu vidéo est présent tout au long, hein, en tout cas des deux premiers tomes. On a toujours cette alternance entre les scènes qui se déroulent dans le jeu vidéo et les scènes qui vont se dérouler dans la vraie vie, donc on est sur un bon équilibre.
et un élément vraiment intéressant de ce gros coup de cœur et qui du coup est sorti en décembre. Et comme je l'ai dit, c'est vrai qu'en décembre on va pas forcément aller acheter notamment des nouveautés manga, à part éventuellement pour se les faire offrir à Noël. Donc j'ai un peu peur que les gens passent à côté de cette série, alors que objectivement c'est vraiment une des meilleures séries dans ce registre comédie de 2023. Et donc voilà, il faut vraiment pas passer à côté. Donc je vais continuer à faire la propagande encore et encore. Je regarde un petit peu les chiffres sur Manga Collect, l'application qui permet de répertorier un petit peu les mangas qu'on achète, etc. Et du coup, on voit le nombre de personnes qui ont ajouté tel ou tel titre dans leur collection sur l'application. Et je vois que quand même, petit à petit, le bouche à oreille a l'air de se faire parce que je vois qu'en janvier, on est quand même sur peut-être 2 fois plus de tomes que ce qui a été enregistré en décembre. Donc, j'imagine que le bouche à oreille se fait et que ça aide la série à acquérir de nouveaux lecteurs et nouvelles lectrices. On va continuer avec un titre qui là pour le coup est à l'opposé du registre de la comédie, mais qui est bouleversant et là aussi un très gros coup de cœur à côté duquel il ne faut pas passer. Ça s'appelle Gimme Heaven. Qui malgré sa cover un peu sulfureuse on va dire, avec comme ça ces personnages nus ou quasiment nus, ben en fait va avoir une thématique beaucoup plus dure et beaucoup moins légère que ce qu'on pourrait penser à la simple vue de la cover, puisqu'on va y parler de troubles dissociatifs de l'identité, TDI, dont en fait le principe et que du coup, il y a plusieurs, chez les personnes atteintes de ces TDI, il y a plusieurs personnalités qui cohabitent au sein d'un même corps. Et en fait, une personnalité peut prendre le pas sur une autre à un moment donné, et ainsi de suite. Donc, ce qui peut être compliqué pour les proches, puisqu'en fait, vraiment, c'est des personnalités très différentes. Et donc, du coup, même si l'apparence est la même, le caractère, la façon de s'exprimer, etc., vont être totalement différentes. Et en fait, ce sont souvent des troubles qui vont se développer suite à un traumatisme. En tout cas, c'est le cas du personnage principal donc, qui s'appelle Kairi. Et donc c'est en ça que je vous disais que c'était un récit très difficile, puisque du coup ces troubles-là sont liés à un traumatisme vraiment terrible vécu par le personnage principal. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on suit le personnage principal en couple. Donc il est déjà en couple avec un sommelier qui s'appelle Masaki. Et en fait, le gros problème que posent ces troubles dissociatifs de l'identité à l'intérieur de ce couple, c'est que en fait, à chaque fois qu'ils vont essayer de faire l'amour, ben, il y a une autre personnalité de Kairi qui va prendre le pas et qui en fait refuse d'aller plus loin avec Masaki. Donc ce qui fait qu'ils ne peuvent jamais aller jusqu'au bout quand ils essayent de faire l'amour. Donc bah forcément, voilà, ça complique la relation de couple, même si, il faut le dire, hein, Masaki est hyper patient. Et voilà, est au courant de cette situation et donc du coup bah, il fait avec et il soutient au maximum Kairi et il respecte tout à fait tout ce qu'il veut. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ces troubles dissociatifs de l'identité, alors je ne suis pas expert du sujet, mais par curiosité, du coup, j'ai quand même essayé de me renseigner un petit peu et j'ai quand même retrouvé beaucoup de choses sur des sites spécialisés qui correspondaient à ce qu'on trouve dans le manga, même si c'est un manga, en plus c'est un one-shot, donc du coup, bah, forcément, pour faire avancer le récit, j'imagine qu'il y a eu quelques arrangements avec la réalité, et notamment avec la réalité de ces troubles-là, qui évidemment ne se règle pas comment on appelle ça en bref, en un claquement de doigts, on va dire. Mais du coup, voilà, les troubles dissociatifs de l'identité sont quand même
par rapport à ce que j'ai pu lire sur le sujet, ont l'air d'être vraiment bien traités et surtout on a une mise en scène assez ingénieuse. Donc vous voyez là par exemple, donc ce sont les différentes personnalités parce que souvent j'ai lu et je crois même que le résumé officiel parle de dédoublement de la personnalité, mais en fait c'est pas tout à fait juste. C'est vraiment des troubles dissociatifs de l'identité puisqu'en fait il n'y a pas moins de, en le comptant lui, je crois qu'ils sont pas moins de 5 personnalités différentes. Peut-être 4 puisque là on en voit 4 sur l'image, je sais plus, mais en tout cas voilà, au moins 4 personnalités qui cohabitent. Il y en a quand même 2 principales. Il y a du coup le personnage lui-même et il y a celui qui prend sa place quand il essaie de faire l'amour avec son petit ami. Et donc il y a cette mise en scène très ingénieuse où du coup ces différentes personnalités vont discuter, un peu discuter entre elles en fait. Et donc c'est assez intéressant et surtout on voit bien la démarcation entre Kairi et ses autres personnalités. Donc ça c'est vraiment très très bien fait. La scène dans laquelle on découvre le traumatisme qui a amené du coup ces troubles dissociatifs de l'identité chez Kairi est absolument poignante. Très difficile, même si elle est abordée voilà, de manière à la fois entre guillemets pudique tout en comprenant très bien ce qui se passe. C'est sur quelques pages seulement, donc voilà, c'est plutôt facile à digérer, on va dire. Et au final, voilà, on a du coup une très très belle histoire avec cet élément original, donc des troubles dissociatifs de l'identité, mais qui n'est pas là justement comme une espèce de kink ou comme quelque chose qu'on va fétichiser, etc. J'avais très peur de ça, vu la couverture quand même assez sulfureuse. Et finalement, pas du tout. On va être vraiment très respectueux de cette caractéristique-là, qui va même, il va y avoir une espèce de mise en abîme de ça, puisque Kairi, lui, il est comédien et il va à un moment donné devoir jouer un personnage qui souffre de troubles dissociatifs de l'identité. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très bien trouvé également pour pouvoir comprendre et aborder ces troubles. Alors, ce qu'il faut dire aussi, et là pour le coup c'est le talent de Mogako, c'est qu'on a de très très beaux dessins et que du coup on a, malgré ce contexte très dramatique, on a de très très belles scènes non censurées avec, voilà, parce que du coup, c'est vraiment au moment, on va dire, de la pénétration, pour être précis, que l'autre personnalité apparaît et empêche d'aller jusqu'au bout. Mais du coup, on voit quand même certaines scènes de sexe de préliminaires et je regarde ce que je peux raisonnablement vous montrer, mais vraiment les dessins sont waouh. Vraiment c'est très 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 beau. Je peux peut-être vous montrer ce côté-là de la page, pas l'autre côté parce que les choses commencent à devenir sérieuses, mais voilà, vous voyez qu'il y a du muscle et qu'on a des dessins véritablement superbes. Il n'y a pas, il a pas d'autres mots. Les dessins sont vraiment ultra, ultra canons. Donc, c'est vraiment la double raison pour laquelle il ne faut pas passer à côté de Gimme Heaven. C'est que d'une part, on a un boys love très différent, très original par rapport à d'autres du fait de cette thématique qui est abordée mais qui n'est pas là pour justement chercher à faire un boys love super original, etc. Non, on sent, voilà, je ne sais pas quel est le rapport de Mogako avec ses troubles dissociatifs de l'identité, mais j'ai trouvé qu'on avait quand même un récit hyper juste par rapport à ça. Mis à part, comme je l'ai dit, sur la fin où on essaye d'accélérer les choses et où du coup j'imagine que voilà, ça ne se passerait pas comme ça dans la réalité. Mais voilà, pour moi c'est un titre à ne surtout pas sous-estimer, bien au contraire. Gimme Heaven, c'est un one shot pour le coup et c'est vraiment très très beau. On a une très belle histoire d'amour avec des obstacles vraiment hyper hyper compliqués, hyper durs, mais au final voilà, on a quand même une très très belle histoire. J'essaie de pas en dire trop non plus
sur comment elle se déroule et surtout comment elle se finit. Mais ce que je veux vous dire, c'est que malgré ces thématiques difficiles, on a une très belle histoire, une très jolie histoire qui met vraiment du baume au cœur. Et donc, voilà, normalement, vous devriez finir avec le sourire dans Gimme Heaven, malgré la thématique très difficile qui y est abordée. Et puis, voilà, je l'ai dit, les dessins, c'est juste magnifique. Regardez cette illustration couleur qui fait référence à un des moments très précis et très touchants du récit. C'est juste superbe. Le dessin est canonissime. Vraiment, ça me rappelle un petit peu la claque graphique que je m'étais prise avec une autrice comme Yuitsu. Là, voilà, on est vraiment sur le même niveau de dessin hyper réussi. Lilith, bonsoir Lilith, qui dit: tu m'as beaucoup donné envie d'acheter le manga sur les jeux vidéo, je l'achète dès demain. Excellente nouvelle, la propagande fonctionne. J'en suis très heureux. On va passer à un duo, on va dire, même si c'est pas du tout de la même artiste ni quoi que ce soit, mais dans les deux prochains titres dont on va parler, il y a le mot café dans le titre et on va être sur des synopsis de base très similaires. Je vais commencer avec Café pour deux. Donc, Café pour deux de Yo Amaki, donc, qui est un one-shot où on va suivre le propriétaire d'un café au bord de l'océan. Donc ça, c'est vraiment le synopsis qui va être similaire dans les deux cas. Ici, la petite particularité du coup de l'histoire, c'est qu'on va suivre ce propriétaire de café et on va suivre une espèce de promoteur immobilier, en tout cas un employé d'une entreprise immobilière qui prévoit un espèce de projet de réaménagement qui va du coup impacter ce café qui est là depuis super longtemps. Le propriétaire, il l'a hérité de son père, si je me souviens bien. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose une entreprise, un établissement vraiment familial. Et donc, il y a ce projet qui potentiellement menacerait le café. Mais pour être honnête, on ne sait pas trop parce que c'est pas méga développé. C'est un peu un prétexte à faire une sorte d'enemies to lovers. Je mets entre gros guillemets parce qu'ils sont pas vraiment ennemis. C'est juste que du fait que l'un soit du côté du projet immobilier et que l'autre soit du côté du petit commerçant, forcément, on va dire qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde. Malgré tout, lui, il vient très souvent du coup dans le café pour essayer de convaincre l'autre d'accepter le projet, etc. etc. Et finalement, par un concours de circonstances, ils vont... c'est ça, donc il y en a un qui va se rendre pour la première fois dans un club gay et il va trouver à l'entrée l'autre. Et donc du coup, c'est ça qui va un petit peu démarrer l'histoire entre les deux. Bref, tout ça, c'est en fait beaucoup de prétextes un peu tirés par les cheveux voilà, c'est un petit peu, je suis d'accord avec Wallo qui dit que l'histoire avait un potentiel mais peu exploité. On sent qu'il y a beaucoup de prétextes, il y a aussi quelque chose qui arrive vers la fin du récit, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, comme un élément supplémentaire de pourquoi lui s'intéresse à lui, qui était à mon avis pas forcément très utile et on a un peu l'impression que c'est improvisé à ce moment-là. Enfin voilà, scénaristiquement, c'est pas ultra solide, mais tout comme au Halo, j'ai vraiment apprécié ma lecture. C'est un boys love relativement classique que je vais potentiellement oublier dans les prochaines semaines, dans les prochains mois peut-être, potentiellement, mais voilà, qui globalement fait son travail de boys love plutôt léger pour s'évader et voir une histoire d'amour mignonne, voilà, tout ce que vous voulez. Donc ça mange pas de pain, c'est pas forcément du coup le titre sur lequel il faut se jeter parmi les sorties de décembre. Les deux précédents dont j'ai parlé ont vraiment été d'énormes coups de cœur et pour le coup sur ceux-ci il faut investir. Sur celui-là,
Bon, éventuellement, si à un moment donné, vous le trouvez d'occasion, quelque chose comme ça, why not? Si vous avez envie d'un récit, nos prises de tête, etc., why not? Mais c'est vraiment pas le récit qui va tout révolutionner. Le dessin est très correct, mais assez classique là aussi pour un boys love. Donc voilà. Euh, si la couverture vous dit, lisez-le. Euh, mais très clairement, si vous faites partie des nombreuses personnes qui me disent que voilà, bah, c'est compliqué financièrement de suivre toutes les sorties, etc., Café pour deux, c'est pas le titre à vraiment prioriser dans vos achats. Mais si vous avez l'occasion, sans débourser trop d'argent, de le lire, franchement, why not? C'était une lecture plutôt sympa. L'autre titre, du coup, avec café dans le titre, c'est Five Corners Coffee. Et alors lui, on va dire que c'est un peu l'inverse, entre guillemets, de Café pour deux. C'est-à-dire qu'au niveau des graphismes, il faut bien avouer que les dessins sont pas incroyables. Voilà, les dessins sont un petit peu particuliers, il faut bien le dire. Graphiquement, moi ça m'a pas dérangé parce que je suis pas omnubilé en fait par le graphisme. Je sais que pour d'autres personnes c'est ultra méga important et donc bah, potentiellement même après que j'ai expliqué pourquoi j'ai adoré ce one shot, bah, peut-être que pour certaines personnes, ça ne va pas, ça va juste pas le faire parce que graphiquement, ça marche pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que scénaristiquement, là où sur Café pour deux, on est sur quelque chose de très brouillon, pas vraiment abouti, Five Corners Coffee, pour le coup, on est vraiment sur une très très grande réussite en termes de scénario. On est sur une histoire vraiment bien construite, vraiment bien développée. Donc je l'ai dit, le pitch de base, c'est la même chose. On va sur un propriétaire de café, mais en fait, on va même en suivre deux. En fait, donc les deux que vous voyez ici, ce sont d'anciens camarades de fac, il me semble. Ils se sont peut-être connus au lycée, mais en tout cas, c'est au moment de la fac qu'ils se sont dit eh bien, pourquoi pas se donner rendez-vous dans 10 ans, comme dit la chanson, pour lancer notre propre café. Donc en fait, ce qu'ils vont faire après leurs études, c'est qu'ils vont faire des jobs de salaryman classiques pour gagner de l'argent et pour pouvoir finalement se retrouver et s'associer pour ouvrir un café, là aussi au bord de l'océan ou au bord de la mer, enfin bon, je sais plus, en tout cas au bord de l'eau. Donc c'est pour ça que je vous disais, on est vraiment sur des synopsis de base très 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 similaires et pourtant ça en fait des choses vraiment très très différentes. Donc Five Corners Coffee, donc on va avoir ces deux propriétaires de café. Donc la particularité, c'est qu'ils sont tous les deux ouvertement gays, mais ils n'ont jamais couché ensemble tous les deux. Donc il y a jamais eu voilà, cette espèce d'ambiguïté. En tout cas, ils l'ont pas développé, on va dire. Voilà, il est pas forcément une question de coucher ensemble, de sortir ensemble. Mais il y a un élément déclencheur, donc Ohalo on a un petit peu parlé là à l'instant dans son commentaire. Il y a un élément déclencheur et qui va faire évoluer les choses. C'est que du coup, un ex d'un des deux propriétaires va débarquer et c'est un ex qui a beaucoup fait souffrir le propriétaire de café en question. Et l'autre a pu voir que ça l'a fait beaucoup souffrir à l'époque, puisque c'était justement au moment où ils étaient camarades de fac. Et donc, ce mec débarque et prétend vouloir lancer une espèce de franchise de leur café à un autre endroit, donc ouvrir une espèce de deuxième boutique. Ça ressemble fortement à un petit prétexte pour juste reprendre contact avec son ex et potentiellement essayer d'engager une relation. Mais en tout cas, voilà, ça va un petit peu semer la zizanie entre les deux, d'autant qu'il y a une autre histoire, c'est que lui, je crois, un des deux propriétaires de café couche en fait avec leur employé. Voilà. Alors c'est tout à fait consenti et tout ce que vous voulez, hein. Voilà, l'employé en question est gay lui aussi, voilà,
tout est ok, tout est safe, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et donc voilà, pour eux c'est purement charnel, il n'y a pas du tout de relation amoureuse. En tout cas, peut-être plus d'un côté que de l'autre. On va le découvrir au fur et à mesure du récit. Mais voilà, il y a ces deux histoires, donc l'ex et le fait que lui couche avec l'employé, qui vont faire que ça va créer un petit peu des histoires et semer un petit peu la zizanie, et que les deux personnages vont s'interroger sur leurs sentiments, les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre, mais de manière très naturelle et très très bien faite, si bien qu'on s'attache énormément aux personnages, et que le petit épilogue, là, le petit chapitre bonus, il est adorable, et il donne le sourire. Vraiment, on arrive à la fin du coup de ce tome, et voilà, ce sont ces fameux tomes où on se dit je suis satisfait. Je suis satisfait de ma lecture. Je sais que voilà, l'histoire d'amour va bien se dérouler, qu'ils vont être heureux. Voilà, vraiment, ça met du baume au cœur, et ça fait super plaisir. Donc ouais, Elodie, j'ai aimé le graphisme de Five Corners Coffee, mais j'adore les styles particuliers qui dénotent. Et pour l'histoire, qu'est-ce que j'avais envie de baffer l'ex. Il est là pour ça, il est là pour ça, c'est le souffre-douleur de cette histoire, de cette très bonne du coup histoire. Five Corners Coffee, c'est vraiment pour le coup un récit extrêmement solide scénaristiquement. En plus, c'est plus épais que Café pour deux, donc vous en avez plus pour votre argent en achetant Five Corners Coffee que Café pour deux. Donc voilà, raison de plus pour le privilégier par rapport à Café pour deux, malgré effectivement, si on se base purement sur la cover, et beaucoup de personnes ont fait ça au moment de la sortie, beaucoup de personnes se sont basées uniquement sur la cover, hein, ne pouvant pas juger d'autres choses, et du coup ont préféré Café pour deux à Five Corners Coffee, et je trouve ça vraiment dommage, parce que pour le coup, on est quand même avec Five Corners Coffee sur un titre beaucoup plus abouti, beaucoup plus original, et voilà, mieux construit, avec des personnages beaucoup plus attachants, et ça se ressent à la fin du récit. Comme je l'ai dit, on a vraiment cette sensation de satisfaction, et de pouvoir laisser ces deux tourtereaux vivre leur vie heureux. Alors là, on va être sur un récit qui porte très bien son nom. En tout cas, voilà, il y a un des mots qui va très bien dans le titre. Ça s'appelle Fou comme le Chapelier. C'est un récit totalement fou, totalement twisted, totalement fucked up, tout ce que vous voulez. Et il faut le prendre comme ça. Voilà. C'est fait pour être fou, c'est fait pour être dérangeant, pour être bizarre, mais de manière très bien faite. Voilà. Donc en gros, on va être sur... alors voilà, je suis nul avec les prénoms, mais on va avoir du coup lui qui va un soir rencontrer lui. Ils vont avoir plus ou moins un crush, plus ou moins mutuel, donc ils vont un petit peu se fréquenter, etc. Et à un moment donné, lui va aller chez lui, et il va découvrir qu'en fait, lui a déjà un mec qui est lui. Et à partir de là, ça part en cacahuète totale. Voilà, je vous fais pas part de tous les rebondissements, parce que c'est aussi ça qui fait le sel du récit. Mais on va avoir vraiment quelque chose de vraiment bizarre, totalement fucked up. Le couple fonctionne d'une manière très 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 bizarre. Et après, ça va plus ou moins se transformer, enfin non, pas plus ou moins d'ailleurs, totalement, se transformer en trouble, là aussi totalement bizarre. L'épilogue, la fin, je sais qu'on en a discuté notamment avec Emma Otakuame, puisque je fais avec elle sur Instagram des lives justement dédiés au titre de Hana. Et je sais qu'elle, elle a pas du tout aimé la fin, parce que la fin est un petit peu immorale, c'est-à-dire que malgré tous les mauvais agissements de ce trio, plus particulièrement quand même de lui, mais aussi un petit peu de lui,
malgré tous leurs agissements vraiment condamnables, hein, même au sens de la loi, donc trigger warning viol, pour être précis. Donc malgré tous ces agissements, bah, en fait, ils s'en sortent. Enfin, je ne vais pas vous spoiler la fin, mais en tout cas, la fin est immorale au regard de tous les agissements de ces trois personnages. Mais moi, c'est justement ce qui a fait que j'ai aimé la fin. Ça m'a surpris, justement. Je m'attendais pas du tout à ce type d'épilogue. Et donc, ça m'a surpris. Et moi, j'aime avoir comme ça des surprises dans mes lectures. C'est ce qui fait souvent qu'elles vont me marquer et que je vais particulièrement les apprécier. Oh, allo, qui dit pour fou comme le Chapelier, je trouve dommage que cela reste un peu superficiel sur l'évolution des sentiments. Bah, j'ai envie de te dire que les sentiments, ils sont quand même particuliers dans ce récit. Donc, j'ai trouvé la fin un peu précipitée. Ah, je sais pas, j'ai pas ressenti ça, moi, pour le coup. Parce qu'en fait, on a une petite ellipse, mais qui est pas, qui moi m'a pas forcément choqué. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir des points de vue un petit peu différents. Mais voilà, globalement, si vous aimez en fait les récits qui sont volontairement dérangeants, choquants, avec des fonctionnements de couple et même là de trouble, euh, a priori quand même dysfonctionnel, hein, disons-le. Dans la vraie vie, ça serait évidemment condamnable et pas du tout souhaitable. Là, on est vraiment dans de la pure fiction, ça se ressent et c'est vraiment traité comme ça. Ah, coucou Artsbirdie, qui dit moi aussi, même si je l'ai bien aimé. Artsbirdie, il faut absolument que vous alliez sur son compte Instagram, c'est le même pseudo, puisque on y trouve de magnifiques dessins de tous nos boys love préférés. Vraiment, ces œuvres sont juste incroyablement magnifiques. Je sais pas si un jour tu te lanceras dans une convention ou quelque chose comme ça, mais je serai en tout cas ton premier client si c'est le cas parce que je trouve tes dessins absolument sublimes. Voilà, petite parenthèse. On change totalement d'ambiance avec le titre suivant qui s'appelle Double Quiproquo. Là, on quitte le côté fou, le côté chelou, le côté fonctionnement bizarre de couple. On va être sur quelque chose de beaucoup plus classique et de beaucoup plus mignon. On va même plutôt être dans une comédie avec donc Double Quiproquo de Kaoruko Miyama, à qui on doit notamment Thermomètre sentimental, qui était un titre plutôt original, puisque le principe c'était du coup qu'il y avait le personnage principal qui pouvait voir en fait les émotions des gens avec des espèces de ballons qu'ils avaient au-dessus de la tête. Donc c'était plutôt original comme concept. Et ici, on va être sur un duo d'otaku qui en fait vont avoir le même secret mais sans le savoir. Donc en fait ils sont vraiment amis d'enfance, ils habitent juste à côté, je crois, ils sont vraiment voisins et tout. Et en fait nous on va d'abord suivre lui qui du coup on va apprendre que il est fan de Boys Love, c'est un fudanshi comme on dit, un garçon fan de Boys Love. Et en plus de ça, lui-même il fait de la production Boys Love qui vend en convention. Et donc à une de ces conventions, à un moment donné, il tourne la tête et là, qu'est-ce qu'il découvre? Son meilleur ami dans le stand juste à côté. Et en fait, il avait exactement le même secret que lui. C'est lui aussi un garçon fan de Boys Love qui fait de la production, donc des dojinshi, qu'il vend en convention. Donc, d'où le titre Double Quiproquo. Alors en réalité, le quiproquo, c'est pas du tout un spoil, hein, c'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs, mais en fait, ça va arriver très vite, et du coup, la glace va être brisée très très vite, et donc l'essentiel du récit va surtout être fait sur qu'est-ce que ça va changer dans leur relation entre eux, le fait maintenant de pouvoir être 100% eux-mêmes et de pouvoir vivre leur passion ensemble. Ils vont par exemple passer certaines soirées à dessiner ensemble, je ne sais pas si je peux retrouver ça, mais ils vont s'aider l'un l'autre à faire leur prochaine production pour la convention à venir. Voilà, forcément le fait de partager la même passion, en plus d'être déjà
amis, bah forcément ça va créer une toute autre relation entre eux. Donc là voilà, c'est un moment où tchouk, 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 où ils vont du coup voilà, travailler ensemble. Donc, du coup c'est plutôt même très très mignon. Mais du coup j'ai eu un peu la même chose que avec Thermomètre Sentimental, c'est-à-dire que il y a un concept de base qui est vraiment fort et qui finalement sert juste de prétexte à un récit qui lui est beaucoup plus classique. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, hein. J'adore notamment le chara design de la mangaka. J'adore aussi quand ils ont des tenues comme ça hyper modernes, hyper mode, etc. Vraiment, je suis trop trop fan. Mais du coup, bah, on est sur quelque chose de plutôt classique, même si du coup c'est assez chouette, comme le dit Ohalo, de pouvoir avoir effectivement cette vision Fudanshi et aussi Fujoshi, puisque la sœur d'un des personnages est elle-même fan de Boys Love, et du coup elle va toujours imaginer qu'il se passe des choses entre eux. Bah, elle aura finalement raison. Et Ohalo dit « et la réaction de deux otaku qui cassent les situations habituelles des BL ». Voilà, c'est ça. On va dire que l'originalité, c'est vraiment d'avoir deux otaku ensemble. Donc je parlais de otaku otaku tout à l'heure. Aussi côté Yuri, on a, j'ai perdu le nom de la série, mais on a aussi, alors c'est pas les deux personnages, c'est une seule des deux personnages qui fait aussi pareil des dojinshi, Yuri, etc. Mais du coup, on a aussi ce côté un petit peu otaku, puisqu'elle est vraiment fan de Yuri. Et dans Double Quiproquo, du coup, voilà, ça va vraiment être ça l'originalité, c'est de suivre à la fois des garçons fans de Boys Love qui en plus font des productions de Boys Love et qui du coup vont découvrir ça et qui, voilà, ça va être le début d'une nouvelle relation, d'un nouveau type de relation entre les deux garçons. Stillseek, merci beaucoup Lumi Nero Maker, c'est effectivement ce Yuri dont je parlais. Je vais reboire un petit coup parce que j'ai à nouveau la gorge sèche et j'ai failli la perdre en plein milieu de ma présentation. Il me fait penser à un Note Yaoi, le synopsis. J'ai l'impression d'avoir déjà lu ce manga. Peut-être, écoute, c'est possible. Alors, dans le genre mise en scène de Fudanshi, il y a eu Mon voisin le Fudanshi, qui est sorti chez Hana. Mais du coup, il y avait... Enfin, du coup, bah, comme son nom l'indique, il n'y en a qu'un qui est fan de Boys Love. Là, vraiment, la particularité, c'est que les deux sont fans de Boys Love. Alors on va rester dans le registre de la comédie, mais là avec quelque chose de beaucoup plus original, voire absurde, avec Jeune et Obsédé. Déjà, voilà, le titre peut faire un petit peu sourire. Donc dans Jeune et Obsédé, on va suivre ce lycéen qui, du coup, comme le titre l'indique, est un total obsédé. Donc vraiment, il passe son temps à regarder des pornos, etc. Hétéro pour le coup. Mais un jour, eh bien, il va se demander pourquoi son camarade de classe, vous le voyez ici, ne se déshabille jamais. Donc c'est-à-dire que quand ils ont des cours de sport, bah forcément ils se mettent en tenue de sport. Et lui, en fait, il se met tout le temps dans une salle à part pour se changer. Donc bah, ça va fortement l'intriguer et ça va même l'exciter en fait. Ce côté un petit peu pourquoi il cache son corps, il va essayer d'imaginer des choses et donc il va faire notamment une espèce de montage avec la tête du coup de son camarade de classe sur un corps totalement dénudé. Bien sûr, ne faites pas ça dans la vraie vie, ça serait pas très très respectueux. Mais là, on part du principe que de toute façon, on est sur un one-shot totalement absurde et avec des personnages
bah, déjà lycéen, donc complètement stupide. D'ailleurs, c'est ce qui est beaucoup revenu, et je suis tout à fait d'accord dans les reviews que j'ai pu voir de Jeune et Obsédé. C'est vraiment un one-shot stupide dans le bon sens du terme. On va vraiment être sur du coup des lycéens, voilà, très obsédés. D'ailleurs, le secret de pourquoi l'autre ne se change jamais avec ses camarades, ça va aussi avoir trait à un élément lié à cette obsession sexuelle. Donc, on va vraiment être totalement plongé dans cet univers-là. Il faut vraiment le prendre au millième degré. Et du coup, c'est là que, contrairement à Double Quiproquo, qui est globalement assez classique, assez convenu, on va dire, dans le développement de son récit, Jeune et Obsédé a un humour beaucoup plus absurde. Et du coup, je peux pas vous garantir que ça passera avec vous. Moi, c'est totalement passé. Je me suis totalement marré. En plus, j'aime beaucoup le côté un peu vintage enfin, faussement vintage, hein, puisque c'est un titre récent, mais faussement vintage des dessins de Takashi Hata. Mais voilà, l'humour absurde, bah, par définition, ça passe ou ça casse. On n'a pas toutes et tous le même humour. Donc peut-être que de votre côté, ça passera pas. Moi, ça m'a fait mourir de rire. Et vraiment, je trouve que ça a apporté vraiment une fraîcheur dans le Boys Love, un côté vraiment original qui était vraiment intéressant. Wallo qui dit: j'ai beaucoup aimé le jeu entre innocence et perversité, et les personnages secondaires ont tellement de charisme, le dessin colle bien à l'ambiance du récit. Oui, totalement, tu vois, effectivement, on va être sur vraiment cette ambiance un peu idiote qu'on peut retrouver au lycée, je sais pas, dans des titres comme Le Collège Foufoufou, par exemple, qui pourtant a rien à voir avec ça, mais vous comprenez l'idée dans cette idée de quand on est au lycée, ben, on est un peu bébête, un peu idiot, et on pense qu'au sexe, notamment quand on est un mec. Et voilà, on va retrouver un petit peu cette ambiance-là et ce principe-là dans Jeune et Obsédé, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et qui a un humour tellement original, tellement absurde, mais qui fait que pour moi du coup ça passe ou ça casse, et ça dépendra de votre sens de l'humour, j'ai envie de dire. Voilà, est-ce que vous allez adhérer à cet univers absurde ou pas? Mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer parce qu'on est sur quelque chose de vraiment différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire, et franchement, ça fait du bien. On va passer sur un titre, ça va, il est 22h30, on peut passer à ce titre-là qui est très chaud. Bah, déjà, ça s'appelle L'Hôtel de tous les plaisirs. Donc on comprend qu'on va être sur un titre quand même très smut. Comme on dit, en plus, c'est un titre de Yuan qu'on avait eu avec enfin, un recueil d'histoires courtes qui était vraiment très bien, et qui avait ses défauts, mais qui montrait que Yuan était une artiste à suivre. Et effectivement, Yann, pardon, j'arrête pas de dire Yuan, mais effectivement, c'est Yann, merci au halo. Donc, il y a vraiment, on sentait dans son premier titre qui est sorti chez nous en France, qu'il y avait, en tout cas, moi, j'ai vraiment senti qu'il y avait un potentiel. Je me suis dit, Yann, c'est vraiment une personne que j'ai envie de suivre et de retenir, parce que j'ai le sentiment que vraiment c'est quelqu'un qui peut faire des choses très intéressantes. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé L'Hôtel de tous les plaisirs. Donc là, on n'est pas sur un recueil d'histoires courtes, mais on va quand même suivre on va dire, deux principaux couples. Donc dans le même univers, donc dans le même hôtel en l'occurrence, un hôtel un petit peu particulier, puisque c'est un hôtel où si vous réservez une chambre, la chambre la plus chère de l'hôtel, vous avez en plus des services classiques d'un hôtel, hein, un lit, une chambre, voilà. Vous avez la possibilité de passer la nuit avec un des employés qui porte spécifiquement un badge précis qui indique que vous pouvez l'inviter à passer la nuit avec vous en tant que client. Et donc on va suivre notamment le concierge de cet hôtel, qui va du coup être choisi par un des clients du coup qui est de passage.
Et parallèlement, on va suivre le patron de l'hôtel qui lui aussi va être choisi, alors que normalement il ne fait pas partie des personnes qu'on peut choisir, mais du coup il va être choisi par un prince a priori arabe, euh, et donc le patron va accepter parce que bah, il trouve le mec plutôt beau concrètement. Et donc on va suivre ces deux duos en parallèle. Et donc en fait, théoriquement, la règle, c'est que quand vous avez passé la nuit avec un du coup des employés éligibles, on va dire, au fait de passer toute une nuit avec un client, vous ne pouvez pas le rechoisir à nouveau si vous réservez la chambre. Donc du coup, ça va énormément frustrer lui là, qu'on voit ici, parce que bah, il a beaucoup aimé la nuit avec lui. Et donc voilà, ce sont ces deux histoires qu'on va suivre en parallèle, et l'histoire avec le prince, pour le coup, va carrément mener à une intrigue presque politique, policière en tout cas, sur des espèces de complots, d'espionnage, etc., qui est vraiment intéressant et qui est bien développé. Donc c'est ce que j'ai aimé dans l'Hôtel de tous les plaisirs, c'est qu'on a à la fois un récit qui n'est pas juste là pour faire joli, on a un vrai scénario intéressant à suivre, et en même temps, on a un enchaînement, il n'y a pas un chapitre où il n'y a pas une scène de sexe, il y en a parfois même deux dans un même chapitre, et les dessins de Yann bah, sont absolument formidables. Bah, je suis bien tombé, je peux vous montrer là, cette double page pour vous montrer à quel point les dessins de Yann sont absolument incroyables, avec beaucoup, beaucoup de muscles. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, à chaque fois, les deux personnages sont extrêmement musclés, donc ce qui fait que c'est difficile de présumer de qui va être le hooké, le sémé, le top, le bottom. Et ça, c'est vraiment, vraiment appréciable. Pour le coup, moi, j'aime bien quand les frontières comme ça sont un petit peu plus floues, et où il est difficile de deviner, où on n'a pas des archétypes, on va dire, du top et du bottom. Donc voilà, l'hôtel de tous les plaisirs. Si vous cherchez un récit ultra spicy, franchement, vous êtes au bon endroit. Mais surtout un récit spicy avec, comme je l'ai dit, un vrai scénario derrière. Tout ça développé au sein d'un seul tome, donc un one-shot. Voilà, ça a confirmé ce que j'avais pensé de Yann avec son premier titre paru chez nous en France, qui était un recueil d'histoires courtes. C'est que Yann est clairement une personne à suivre, avec des dessins absolument sublimes. On va passer là aussi à un titre où le graphisme est un des points forts, on va dire, du titre. C'est Bitter Playmate. Bitter Playmate, ça va être une histoire d'amis d'enfance. Alors dit comme ça, si vous me connaissez, bah, vous savez que moi les amis d'enfance, c'est pas spécialement mon truc a priori, mais justement, ici, Ron Ishimoto nous montre qu'on peut prendre un trope déjà traité 1000 fois et en faire quelque chose de bien, quelque chose d'intéressant, quelque chose d'original. Donc là, du coup, on va être sur ces deux camarades de lycée qui se sont connus précédemment, mais ont été séparés pendant 3 ans, si je ne me trompe pas, puisque l'un des deux, en fait, est parti à l'étranger, en l'occurrence à Londres, pendant ces 3 années. Et donc, finalement, il revient. Et donc là, bah, forcément, ils sont plus grands, plus âgés, ils sont au lycée. Donc, ils vont avoir forcément des pensées différentes et une vision différente l'un de l'autre. Mais surtout, il va y avoir un kink un peu étonnant, assez particulier, mais pourquoi pas. Moi, je dis, voilà, j'ai été surpris, mais comme je vous l'ai dit, j'aime être surpris. Il y a tout un truc autour des piercings et autour des nombrils. Voilà, il y a un vrai fétichisme du nombril dans ce one-shot. Donc, c'est-à-dire que vraiment, ils vont se caresser le nombril, ils vont vraiment jouer avec le nombril, etc., quand il y aura des scènes un petit peu plus intimes. Donc,
Voilà, de prime abord un petit peu particulier, mais au moins ça apporte une vraie originalité à l'histoire. J'essaie de vous trouver un moment où il se tripote le nombril. Alors là, il se tripote autre chose que le nombril. Euh, euh, Ah, je pensais pouvoir trouver plus facilement que ça. Bon, c'est pas grave. Là, il y a une photo enfin, une photo, un dessin de nombril. Mais du coup, voilà, il va y avoir tout un truc autour de ça qui va être assez intéressant. Et en termes d'histoire, il n'y a pas forcément grand-chose de plus à dire parce que c'est sur le papier, en fait, c'est un récit très classique d'amis d'enfance qui vont commencer à coucher ensemble au lycée, etc. Mais je sais pas, l'autrice qui a donc déjà écrit Two Sides of the Same Coin, qui par sa fin un peu étrange, surprenante, a divisé, on va dire, les avis. Moi, ça m'a pas empêché de me dire que l'œuvre était vraiment bien, même si je peux comprendre que cette révélation finale choque. Là, dans Bitter Playmate, du coup, à part le côté, alors je savais pas qu'on disait ça, merci Delirium Bear, alvinophilie. Je connaissais pas ce mot, mais du coup, avec ce côté alvinophile, c'est vraiment ce qui va être le truc le plus original. Mais voilà, je disais, Ro Nishimoto, elle a ce talent pour faire des personnages hyper intéressants, hyper développés, hyper bien développés, extrêmement attachants. Et donc, il n'y a rien d'exceptionnel qui se passe spécialement dans ce récit, mais c'est mis en scène, c'est raconté d'une manière qui fait que bah, c'est vraiment marquant et on se dit ouais c'était un vrai bon one shot quoi. Et donc voilà, je vous le conseille si à la base vous aimez les trucs d'amis d'enfance, alors là mais foncez sans même vous poser de questions, mais même si comme moi, c'est pas forcément votre truc à la base, eh ben franchement, allez-y quand même, parce qu'on est sur un récit vraiment raconté de manière très séduisante, très originale et très convaincante, quoi. Voilà, je peux pas vous dire autre chose que à la fin du récit, j'étais pleinement convaincu et je me suis dit, ouais, franchement, ouais, j'en veux des récits d'amis d'enfance comme ça, si c'est traité de cette manière-là. Donc vraiment top. Et les dessins de la mangaka sont toujours aussi réussis. Je crois qu'en plus j'ai vu passer des choses qui me font qui me font me rappeler qu'on est effectivement sur un titre non censuré. Donc pour les amateurs et amatrices de non-censure, voilà, on est là-dessus. Bref, vraiment Bitter Playmate, c'est très réussi et c'est à ne pas négliger dans les sorties, même si il faut dire que bah, les sorties du mois de décembre, comme vous le voyez depuis que j'en parle, il y a vraiment beaucoup de titres qui valent le coup, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de tout faire en même temps. On va passer au titre suivant. Qui là est également surprenant, on va dire. Ce titre, c'est à nouveau un one-shot, ça s'appelle Autona Club. Alors honnêtement, je pensais que c'était un titre qui allait vraiment marcher, que ça allait vraiment être un des titres qui allait sortir du lot parce que il me semblait avoir vu passer des gens qui vraiment avaient flashé un petit peu sur ce titre-là avant sa sortie. Et donc je pensais que ça allait être un peu un des titres phares du mois de décembre. Et en fait, bah, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Euh, et c'est dommage parce que Autona Club est un titre intéressant. Le principe de base est un peu chelou, puisque du coup on va avoir lui, ce jeune homme, qui va être missionné par son père, qui est à la tête d'une entreprise en faillite. Il va l'envoyer dans une école d'élite pour gagner de l'argent en entrant dans un club un petit peu secret où le principe c'est que du coup vraiment
on va dire, les plus fortunés parmi les fortunés, parce que c'est une école d'élite. Ils sont 3 ou 4 dans ce club-là. Et la rumeur veut que, apparemment, ils payent des garçons pour du coup, coucher avec eux. Donc lui, sa mission, lancée par son père, hein, je le répète, c'est quand même particulier, c'est du coup d'intégrer ce club-là et de gagner de l'argent en couchant avec les membres du club. Pas de chance, cette tradition qui a effectivement existé par le passé n'est plus d'actualité, mais finalement, lui va un petit peu le prendre en pitié parce que bah, lui qui doit gagner de l'argent, il est en mode mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent, s'il vous plaît, couchez avec moi, faites-moi ce que vous voulez, etc. Bon voilà, c'est un petit peu particulier au début. Et donc finalement lui va un petit peu avoir pitié entre guillemets de lui et donc va finir par du coup accepter de le payer pour coucher avec lui et finalement il va même dire bah voilà tu vas être un petit peu mon objet sexuel et je te payerai régulièrement telle somme. Donc la relation commence un petit peu bizarrement, mais il y a la deuxième on va dire, bon peut-être même à part les 2 tiers, on va dire, les 2 derniers tiers du manga qui sont super intéressants. Parce que, et à mon avis, c'est, la force, on va dire, de ce one shot, c'est qu'en fait, on croit que c'est lui le personnage principal, mais en fait, c'est lui. En tout cas, pour moi, le personnage qui m'a le plus intéressé, que j'ai trouvé le plus intéressant, qui a un développement vraiment poussé et hyper, intéressant, c'est vraiment ce personnage-là, parce qu'on va comprendre pourquoi il a ce détachement et cette antipathie un petit peu naturelle avec ce personnage. Il a en fait tout un background et toute une histoire qui est vraiment touchante et qui va expliquer, pas forcément excuser, on va dire, son comportement, mais en tout cas l'expliquer et ça va nous permettre de mieux le comprendre et de mieux comprendre ce personnage. Donc là où je trouve que lui est pas du tout charismatique et vraiment c'est un peu une coquille vide pour moi, pour être totalement honnête, hein, j'ai trouvé que c'était un personnage pas très intéressant, mais en revanche, lui, il l'est tellement que pour moi, il vole la vedette en fait dans ce titre-là. Et donc c'est vraiment, vraiment intéressant. On va notamment à la fin, en plus, avoir un espèce d'épilogue, d'ellipse temporelle qui va nous permettre de voir du coup, les protagonistes au-delà, après leurs études, une fois qu'ils ont commencé à travailler, etc. Et donc c'est intéressant de voir ce qu'ils sont devenus. Et enfin voilà, je vous en dis pas plus. Il y a des petites surprises au fil de ce récit qui font que l'épilogue est vraiment très très intéressant et très très bien construit. Donc voilà, Delirium Bear disait, je l'ai lu, je pensais qu'il aurait pu avoir davantage d'exposition, surtout pour un titre assez atypique. Bah, je pensais aussi, et voilà, finalement pas trop. Nagara, c'est celui des deux qui remet le plus en question son environnement, ce qui le rend plus intéressant en effet. Et Wallo précédemment qui a dit Yoshida Yuuko, cela fait tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu de titre de la mangaka. Alors j'ai pas du tout en tête ce qu'elle avait fait d'autre, mais maintenant que j'y pense, il me semble qu'on m'a dit ce qu'elle avait fait d'autre et que j'étais là. Je connais pas. Je crois que j'avais pas lu d'œuvre de Yuuko Yoshida précédemment. J'ai dû totalement passer à côté. La mangaka aime bien les amours compliqués et les retournements de situation. Bah, je l'ai constaté effectivement dans Otona Club, puisqu'on va vraiment avoir ces côtés-là, effectivement, qui sont assez présents. Donc voilà, Otona Club, c'est un peu... c'est un peu un ovni, hein, pour être honnête. Je vous l'ai dit, le synopsis de base est quand même très bizarre. Au début, on est quand même sur un personnage hyper antipathique. Voilà. Ces autres titres en France, The Dreamland et Hearty. Voilà, je savais qu'on m'avait dit quels étaient les autres titres qui étaient sortis d'elle et que je ne les connaissais pas. Donc voilà, ça me confirme tout ça. Mais Otona Club, voilà, intéressant. En plus, vous le voyez, il est épais. Donc toujours pareil, vous en avez pour votre argent. Ça peut être un argument supplémentaire. Alors les dessins, là aussi, sont un petit peu particuliers. Mais moi, j'ai bien aimé, notamment les yeux. Ils sont un peu dessinés de manière bizarre. Mais justement, je trouve que ça fait la singularité du dessin de la mangaka. Et j'ai vraiment apprécié.
Donc voilà, très original, très surprenant en fait. On va passer à l'avant-dernier titre. Là, on va être sur du beaucoup plus classique, mais pas moins intéressant. Enfin, pas moins. Si, moins intéressant, mais intéressant quand même. On est sur Love Hug Therapy de Taka. On avait déjà eu un titre pour le coup de cette autrice beaucoup plus récemment. Donc c'est pour ça que pour le coup, je m'en souviens parce qu'il me semble que The Dreamland et Hearty sont sortis quand même vraiment longtemps avant. Là, son titre précédent, il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Évidemment, j'ai plus le titre en tête, mais je l'avais bien aimé. J'avais trouvé ça vraiment sympa. J'avais trouvé que son dessin était plutôt original justement à Taka, et l'histoire était vraiment mignonne et j'avais vraiment apprécié. Même si j'avais trouvé ça plutôt classique, mais c'était un bon classique. Et bien là, on va être à nouveau, rien qu'avec le titre, vous pouvez imaginer ce qu'il y a derrière. Donc en gros, on a ces deux-là qui sont tous les deux étudiants. Ils vont se mettre en colocation. Et un des deux, en fait, vivait avant avec son chien. Et en fait, il avait l'habitude du coup de le câliner, d'avoir des câlins de son chien et tout. Et donc, il a envie de retrouver ça avec son nouveau coloc. Et donc, il va lui proposer un espèce de deal. Il va lui dire, bah voilà, tous les jours, on va se faire un câlin. Mais enfin, un câlin vraiment hug, hein, comme le titre l'indique. Hein, donc, sans arrière-pensée à la base. Et évidemment, ça va dégénérer. Donc ça, c'est la partie très classique de ce one-shot, très attendu. Et ah voilà, Heartbreak Junkie, merci. C'était son précédent titre. Donc voilà, ça c'est la partie très classique et on va dire que c'est un peu la première partie du récit. Mais la deuxième partie est beaucoup plus intéressante puisque au fur et à mesure qu'ils vont se rapprocher, va aussi se poser la question de comment vont se développer les sentiments et comment va se développer la relation entre eux deux. Est-ce qu'on va rester sur une relation purement charnelle ou est-ce qu'on va aller plus loin? Et si oui, qu'est-ce que ça implique? Et donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans la deuxième partie, c'est que du coup on a donc un des deux personnages qui va vraiment se poser sérieusement toutes ces questions et qui du coup va vraiment hésiter à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire à se dire on est en couple. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il va notamment se rapprocher d'un de ses camarades qui est, pardon, qui est ouvertement gay. Et donc il va un petit peu lui demander conseil en quelque sorte sur qu'est-ce que c'est que d'être gay, qu'est-ce que ça implique en termes de regard des autres, d'être dans un couple avec un autre homme, etc. Donc vraiment, il va se poser beaucoup de questions. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et j'ai trouvé que ça faisait vraiment l'originalité de ce récit qui, je m'en souvenais pas, mais du coup est également non censuré. Wallo qui dit j'adore le style de Taka, en particulier la tête de ses personnages en chibi. Et bien justement, j'ai retrouvé tadam, un de ces personnages en chibi, effectivement. Ça apporte un aspect vraiment comique au récit. J'essayais de retrouver la scène où il se renseignait, entre guillemets, auprès d'un de ses camarades. Je sais que c'est dans une espèce de cantine de self. Euh, et en fait, c'est assez touchant puisque du coup, il s'approche de ce personnage-là, donc qui est ouvertement gay et qui malheureusement en subit les conséquences, c'est-à-dire qu'on chuchote à son passage, etc. Donc voilà, c'est triste, mais en même temps, c'est réaliste. Et, donc du coup, voilà, quand il s'approche de ce personnage, en fait, il va tout de suite avoir une réaction assez défensive, puisqu'il va penser que lui aussi veut se moquer de lui, etc. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez touchant quand même, voilà. Ah voilà, c'est lui. C'est lui, du coup, l'étudiant ouvertement gay, qui du coup fait cette tête-là parce qu'il est ultra méfiant
parce qu'il a l'habitude qu'on se moque de lui, etc. Ce qui est vraiment très triste. Et du coup, quand les deux vont discuter ensemble, en fait, directement, eh ben, il va y avoir des petits chuchotements. Ah, est-ce que vous croyez que c'est son nouveau mec et qu'est-ce que vous croyez qu'ils font ensemble, nanani, nanana. Et donc, c'est là aussi qu'il va d'autant plus réaliser que, bah ouais, en fait, quand on est en couple avec un mec, bah, c'est pas facile à assumer ouvertement. Et donc, est-ce que j'ai envie moi-même de subir ça et est-ce que j'ai envie de faire subir ça à la personne pour laquelle j'ai potentiellement des sentiments. Donc c'est vraiment touchant. Asbirdie qui dit ces chibis me font penser un peu à ceux de Love Mix Up, ils sont trop drôles. Donc effectivement c'est vraiment un atout de ce one shot, ça apporte vraiment un aspect comique supplémentaire. Mais voilà, Love Hug Therapy, ne vous laissez pas avoir par son synopsis très classique et sa première partie de récit qui est très classique. La deuxième partie est vraiment intéressante à creuser. Je vais reprendre un petit coup d'eau avant de vous présenter le tout dernier titre de ce soir. Pour finir à une heure correcte. Donc le dernier titre qu'on va aborder, c'est un Omegaverse. Et c'est une série, puisque finalement il y a eu un tome 2, à la base ça devait être un one-shot. Ça a tellement bien marché au Japon qu'il y a finalement eu un tome 2. Donc on peut considérer que c'est le tome 1, même si vous voyez, il n'y a pas écrit 1, parce qu'à la base, c'était censé être un one-shot. Donc ça s'appelle La souris et le renard. Donc on va être dans un double univers, on va dire, puisqu'on est à la fois donc, dans un Omegaverse, donc avec classiquement des personnages Oméga, Bêta et Alpha, donc les Alpha étant un petit peu les dominants et les Oméga étant un petit peu les dominés, entre guillemets. Donc on va être dans cette société et cet univers Omegaverse, mais en plus de ça, on va être dans un univers un peu à la Beastars. Vraiment, ça m'a beaucoup fait penser à cette œuvre-là, puisque en fait, on va être sur des hommes animaux, des humains animaux. Et voilà, Ohalo adore les histoires avec des hommes bêtes. Ben voilà, c'est ce qui a sûrement fait que tu as adoré. Donc on va être sur donc cette espèce de double genre supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a toujours hommes et femmes, on a en plus de ça donc alpha, bêta, oméga, et on a en plus de ça une espèce d'animal totem, donc en l'occurrence c'est un renard et une espèce de souris, voilà, pour l'un et pour l'autre, donc a priori un prédateur et une proie. Carnivore, herbivore, effectivement, comme le dit Artsbirdie. Donc, a priori, quelque chose une relation qui ne va pas être possible. L'autre chose originale, c'est que du coup, on est dans l'univers du manga, puisque donc lui, il écrit des mangas, en l'occurrence des mangas érotiques, mais pas du tout boys love, des romans érotiques et avec des couples, des personnages hétéros, et lui va devenir son éditeur. Donc son espèce de tanto, comme on dit au Japon. Et donc lui, sa série, elle marche très bien, mais on sent que ça stagne et que les gens perdent un peu d'intérêt pour la série. Et en fait, en commençant à sortir avec, voilà, avoir des relations avec son éditeur qui lui fait de très grosses avances, et ben ça va l'aider aussi dans son travail de mangaka. Ça va l'aider à créer des situations peut-être un peu originales dans son récit qui vont séduire son lectorat. Donc c'est intéressant. Donc voilà, Renard et Mulot, alors il me semble que... ouais, c'est un espèce de campagnol, je crois, ils disent sur le petit bonus. Vous voyez, regardez, c'est trop mignon, c'est trop chou. Et donc des fois ils sont sous la forme animale, donc ça c'est rigolo aussi, vous le voyez par exemple là. Donc ce sont nos deux personnages principaux, mais sous leur forme animale. Donc voilà, j'ai trouvé que ce
cette double particularité, même triple si on compte le fait que c'est une relation mangaka-éditeur, en plus d'être un Omegaverse, en plus d'être un univers où ils sont des humains animaux. Et c'est vrai que souvent, effectivement, là, ce qu'on va retrouver le plus, et notamment dans Beastars, ça va être vraiment le côté loup et lapin. Donc ici, c'est vrai que renard et souris, mulot, tout ce que vous voulez, c'est vrai que c'est peut-être plus original. C'est un titre très sexy, hein, il faut le dire, on le devine sur la cover. Donc voilà. Chat et léopard pour les plus anciens d'entre nous. J'ai pas la ref, pour le coup. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis content qu'il y ait un tome 2. Moi qui suis... Enfin, comment dire j'aime les Omegaverse quand ils sont bien faits. Et on va dire que c'est pas parce qu'un titre est Omegaverse que je vais automatiquement dire «Ah, trop bien, c'est un Omegaverse». Mais là, bah, c'est très bien fait. Ah, Kuroneko, ok, effectivement. Alors si on remonte encore plus loin sur les animaux et tout, on a Love Pistols aussi. Là, c'est encore plus ancien que Kuroneko. Donc voilà, j'ai trouvé ça juste vraiment réussi. C'est à la fois spicy, à la fois rigolo, à la fois mignon, à la fois torride. Enfin, ça a vraiment tous les ingrédients qui font qu'on passe un très très bon moment en lisant La souris et le renard. Et donc, comme je l'ai dit, je suis vraiment très content qu'il y ait un deuxième tome. Et alors là aussi, un petit peu comme pour Autona Club, je suis très surpris parce que je me suis dit, bah voilà, le côté Omegaverse, en plus animaux, etc. Les fans de BL vont être comme des oufs. Et en fait, j'en entends pas tant parler que ça. Et je disais tout à l'heure que je regardais un petit peu les statistiques de Manga Collect. Et même si ce ne sont pas les ventes réelles, ça donne quand même, on peut faire des rapports, des rapports de force, on va dire, entre des mangas, puisqu'a priori, ce sont les mêmes personnes qui ajoutent les tomes dans l'appli. Et donc, à titre de comparaison, par exemple, mon ami de jeu en ligne, alors qui est génial, hein, je vous l'ai dit, c'est le titre absolument acheté, le Boys Love à conseiller aussi, parce que je ne l'ai pas dit, mais il est soft. Il n'y a pas de scène, en tout cas, sauf d'un point de vue sexuel, je veux dire, il n'y a pas de scène de sexe explicite dedans, donc vous pouvez le recommander à tout va, etc. Et donc tout le monde doit le lire. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce que, par exemple, La souris et le renard aient plus de succès en fait que ce titre-là. Parce que j'ai l'impression que c'est le genre de titre qui, normalement, plaît au public habitué à lire du Boys Love. Donc peut-être que ça se fera avec le temps. Peut-être que le tome 2 va aider aussi à relancer tout ça, parce que globalement, en fait, comme je l'ai dit, le mois de décembre, c'est vrai que c'est un mois, et c'est pour ça que les éditeurs habituellement ne sortent pas trop de titres sur ce mois-là, mais c'est pas trop un mois où les gens vont faire beaucoup d'achats en dehors des achats de Noël. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué et peut-être dommage du coup d'avoir sorti tous ces titres enfin même mi-décembre quasiment, parce que c'était pas forcément le moment où les gens étaient en recherche de nouveaux titres à lire et à acheter, sachant qu'ils avaient probablement déjà fait leur course de Noël. Comme toi, Wallo, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Je trouve que c'est une bonne idée de poursuivre, j'espère en tout cas que ça sera une bonne idée. J'espère qu'on ne sera pas sur un tome 2 qui ne sert pas à grand chose. J'espère qu'on aura des intrigues intéressantes et pas redondantes. Parce que par exemple, j'ai pas été forcément fan du fait qu'à un moment, la souris, donc le mulot, tout ce que vous voulez, soit quasiment sur le point de se faire violer et que finalement, ça soit lui qui le sauve. J'ai trouvé ça un peu cliché, un peu attendu. Voilà, ça faisait un peu Mademoiselle en détresse, etc. J'espère du coup qu'on n'aura pas ce genre de truc un peu redondant où, oui, on a compris, c'est une proie, donc il est potentiellement en danger quand il se trouve à côté d'alpha, carnivore, etc. On a compris. Je pense qu'il faut passer à autre chose dans le tome 2 et donc j'espère que ce seront d'autres thématiques qui seront développées dans le tome 2 pardon, de La souris et le renard, mais qui du coup voilà, a été une bonne surprise.